Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi. Un président sans concession devant le Congrès. Donald Trump, l'homme en campagne permanente, a fait son show cette nuit. 1h40 de discours pour défendre sa vision de l'Amérique, sa guerre contre la tyrannie progressiste et l'immigration illégale. Son souhait de voir une administration aux ordres. Il ne renonce à rien, ni à ses visées sur le Groenland et le Panama, ni à son plan russo-compatible pour l'Ukraine. Il en sera question ce soir à 20h. Emmanuel Macron annonce qu'il fera une intervention à la télévision. Question posée aussi ce mercredi, l'Église catholique verra-t-elle son pape à Pâques? Nous sommes à 40 jours de la fête la plus importante du calendrier chrétien et François est toujours hospitalisé à Rome pour une double pneumonie. Depuis 3 semaines, le Vatican tourne au ralenti, traversé par les rumeurs de démission. On y retournera dans le journal de 11h. Le degré de civilisation d'une société peut être jugé en entrant dans ses prisons. Voilà une citation de Dostoïevski que les opposants au projet du gouvernement français de prison de haute sécurité répètent à l'envi ces jours-ci. Et c'est sur ce projet que nous allons nous arrêter jusqu'à 10h45, alors que Gérald Darmanin doit annoncer aujourd'hui quel site il a retenu pour son pénitencier modèle spécial narcotrafiquant calqué sur un modèle italien qui a fait ses preuves, c'est vrai. Est-ce la bonne réponse? Les prisons françaises que l'on sait surpeuplées, touchées par un manque de personnel, peuvent-elles faire face? Sont-elles prêtes? C'est Parlons-en avec Dominique Simoneau et Joachim Pueyo. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Dominique Simoneau. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Bonjour Joachim Pueyo. Bonjour. Aujourd'hui maire d'Alençon, ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis. Vous connaissez très bien le sujet tous les deux. L'agenda du jour, c'est donc la présentation tout à l'heure par Gérald Darmanin du calendrier de l'ouverture de la première prison de haute sécurité pour narcotrafiquants prévue cet été. Elle est censée accueillir une centaine de détenus considérés comme très dangereux. Dans le sillage de la fin de cavale du narcotrafiquant Mohamed Amra, on y reviendra bien sûr. D'abord les faits en images et on se reparle juste après. Gérald Darmanin, en visite dans les prisons les plus sécurisées de France. Vendin-le-Vieil, Saint-Maur, Arles ou encore Condé-sur-Sarthe, l'un de ces établissements pourrait accueillir les 100 détenus les plus dangereux de France. Tous isolés dans un même lieu, qui entrerait en service le 31 juillet, après quelques ajustements. À travers ce choix de la prison de haute sécurité, il y a évidemment la formation des agents pénitentiaires qui seront choisis. Il y a des agents dont on doit évidemment se poser la question de leur capacité à résister à la menace, à la corruption. Il y a des travaux bien évidemment à faire. Un projet qui aurait plusieurs avantages selon ce syndicat. On va concentrer nos moyens en termes de sécurité, brouilleurs de portables, brouilleurs de drones, des brigades SINO. En fait, on va mettre la prison sous cloche. Mais pour certains, ce système contreviendrait aux droits des détenus. Gérald Darmanin devrait annoncer aujourd'hui le nom du premier établissement retenu, avant d'étendre ce modèle à 3 autres prisons. Voilà, on va voir la carte. Il y a 4 établissements a priori qui sont susceptibles d'accueillir cette prison haute sécurité voulue par le ministre de la Justice. Vendin-le-Vieil, Saint-Maur, Arles et donc Condé-sur-Sarthe. On parle beaucoup de Condé-sur-Sarthe. C'est là qu'a été incarcéré notamment Mohamed Amra. On y reviendra. Première prison cet été. À terme, d'ici 2027, dit Gérald Darmanin, 4 prisons afin d'y accueillir les 700 détenus les plus dangereux de France. Des prisons sous cloche, spéciales narcotrafiquants. Dominique Simoneau, une bonne idée? Écoutez, moi, les annonces, maintenant, je me méfie. J'attends de voir ce que ça donnera. Je ne vais pas défendre le fait qu'il faudrait que les narcotrafiquants aient tous des portables, qu'ils soient dans des prisons ouvertes. C'est vrai que c'est des gens très dangereux. Je verrai. Mais moi, le principal problème des prisons françaises en ce moment, c'est leur surpopulation. On est à quasiment 82 000 détenus. Il y avait un plan 15 000 qui avait été annoncé en fanfare en 2017, dont chacun dans le monde judiciaire et pénitentiaire savait qu'il était inatteignable. Donc les annonces, voilà, j'attends de voir et on sera très attentifs.
au respect des droits fondamentaux. Il ne s'agirait pas non plus de recréer les QHS, les quartiers de haute sécurité, qui avaient été abolis par Robert Badinter. D'un autre côté, que les narcotrafiquants et les gens les plus dangereux soient plus sévèrement gardés que d'autres, que les autres, je crois que c'est le bon sens. Là, ils sont mélangés aux autres, je rappelle, à tous les détenus. J'entends bien votre prudence, mais on va quand même essayer de développer un peu cette idée. Joachim Pueyo, ces prisons de haute sécurité, ou plutôt la transformation de centres pénitentiaires existants en centres de haute sécurité, qui visent donc à retenir tous ces détenus considérés comme très dangereux au même endroit, c'est la bonne solution ? C'est une solution pour les détenus les plus dangereux. Vous faites allusion à 2 maisons centrales, celle de Condé-sur-Sarthe et celle du nord de la France, Vendin-le-Vieil. Ces établissements ont été inaugurés en 2013. Et lorsque la décision avait été prise en 2001, moi j'étais chargé de mission au ministère de la Justice et j'avais œuvré avec d'autres collègues pour créer 2 établissements plus sûrs, de haute sécurité. Ça avait été fait pour justement héberger les détenus dangereux. Donc la question s'est toujours posée. Et d'ailleurs, lorsque il a fallu écrouer les détenus qui étaient liés au terrorisme, Jean-Jacques Urvoas m'avait demandé mon avis et je lui avais conseillé effectivement de créer des unités pour prendre en charge ces détenus dangereux également et de les affecter dans des maisons centrales de haute sécurité. Et puis je pense également que l'affaire de Mohamed Hamra a quand même heurté, bien évidemment, toute l'administration pénitentiaire. 2 agents ont été tués et lorsqu'on se rend compte que ce détenu avait préparé son évasion à partir effectivement d'une maison d'arrêt et à partir des portables, évidemment la question s'est posée et je crois qu'il fallait effectivement développer un message très fort. Donc moi je suis partisan effectivement de mettre en place des maisons centrales de haute sécurité pour les détenus les plus dangereux qui posent des problèmes à la prison, mais pas uniquement à la prison, à la société tout entière. Là, ce dont on parle dans le détail, ce sont donc des détenus, d'abord une centaine, puis 700. D'ailleurs, on reviendra après, si vous le voulez bien, sur qui définit si on est extrêmement dangereux ou si on ne l'est pas. Mais donc, des mesures d'isolement extrêmement strictes, des promenades sans jamais croiser personne d'autre, communication téléphonique écoutée, des fouilles à nu, des fouilles systématiques, donc des visites très contrôlées. L'Observatoire international des prisons a réagi avant même les annonces de Gérald Darmanin. D'ailleurs, hier, Dominique Simoneau, en parlant d'une attaque aux droits fondamentaux, on est sur une ligne de crête, là ? Oui, on est sur une ligne de crête, mais enfin, comme le dit Joachim, ces prisons existent déjà. Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, c'est fait pour accueillir des gens très dangereux. Elles existent déjà, mais elles n'ont pas, on n'a pas encore regroupé des détenus condamnés pour les mêmes faits. Normalement, à Condé-sur-Sarthe, c'est pas des rigolos, hein, ni à Vendin-le-Vieil. Et déjà, ces prisons sont construites sur le fait que les gens se croisent le moins possible. Il y a même une circulaire datant de 2011 disant « Attention ». Ils n'ont plus de contact humain et il faut favoriser les contacts entre détenus et surveillants parce que sinon on perd tout sens de l'humanité, tout sens de la relation humaine. Et je ne veux pas dire, mais qui va aller travailler là-dedans ? Il faut quand même voir que les gens doivent se parler, alors que ces prisons sont faites pour que les gens se croisent le moins possible. Et donc, je vous dis, cette circulaire, elle prenait en compte ça, en disant il faut que les surveillants et les détenus continuent d'avoir des relations humaines. Si on se prive de toute relation humaine, on devient fou. Ça s'appelle la torture blanche. D'ailleurs, preuve qu'on est sur une ligne de crête, Gérald Darmanin lui-même a saisi le Conseil d'État pour être sûr que son projet va être validé en termes de respect des droits humains. Mais actuellement, vous avez des prises en charge dans ces maisons centrales de haute sécurité, avec un minimum de relations, comme disait Dominique Simoneau. Donc je pense que les surveillants sont tout à fait à même de prendre en charge des narcotrafiquants qui sont dangereux, mais pas plus que ceux qui sont déjà dans ces maisons centrales de haute sécurité. Par exemple, à Condé-sur-Sarthe, ils ont hébergé Fofana, par exemple, Redouane Faïd et Kider, enfin des détenus qui ont fait la une, malheureusement, des journaux et qui sont dangereux également. Donc, je crois que c'est pas... Si vous voulez, ce que je voudrais dire, actuellement, on est sur les narcotrafiquants, mais
les détenus dangereux dans les maisons centrales sont déjà pris en charge. Bah oui. Et donc là, on va les affecter effectivement. Moi, les 100 premiers, bon, c'est un message politique très fort et je peux comprendre également le ministre de la Justice. Oui, voilà. Mais il faudra, à mon avis, pas mettre tous les narcotrafiquants de France dans un seul établissement, qu'on puisse créer plusieurs établissements de haute sécurité avec des effectifs réduits, avec des moyens assez importants, parce que les moyens en personnel sont très importants. Vous avez de la vidéosurveillance, vous avez des contrôles, bien sûr des cellules, vous avez des fouilles régulières, vous avez des brouilleurs. Donc effectivement, à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe, on n'arrive pas, les portables ne peuvent pas y pénétrer, par exemple. Donc ça, c'est des exemples de sécurité importantes. Alors qu'ailleurs, ils pénètrent totalement. Alors, la preuve, Mohamed Amra. Justement, racontez-nous, parce que en fait, la prison, c'est un endroit que les gens qui n'ont rien à y faire ne connaissent pas ou connaissent très peu. On entend donc ces chiffres. Je lisais 17 000 personnes condamnées pour narcotrafic incarcérées aujourd'hui en France sur les 80 000 détenus dans les prisons françaises. Ça couvre des réalités extraordinairement différentes, évidemment. Ce chiffre ne veut absolument rien dire. C'est lié aux stupéfiants. Voilà. 17 000 détenus liés aux stupéfiants. C'est des consommateurs. Voilà, il n'y a pas 17 000 cadors du trafic de drogue aujourd'hui en France dans les prisons. La preuve, le ministre de la Justice a annoncé une prison pour les 100 puis 700 d'ici l'été 2027. C'est ce qu'on verra. Pour revenir sur la situation aujourd'hui dans les prisons, vous la connaissez évidemment très bien. À part donc des sites particuliers comme celui de Condé-sur-Sarthe, où on comprend bien que la situation est un peu différente, dans les autres prisons de France, sont mélangés aujourd'hui tout le monde condamné pour tout type de peine, y compris des personnes en attente de jugement. Si vous voulez, il y a deux sujets. Vous avez les centres de détention, les maisons centrales, où là, effectivement, il y a un détenu par cellule dans les maisons centrales et centres de détention. Mais le gros problème en France, ce sont les maisons d'arrêt, où là, effectivement, vous avez des condamnés à des courtes peines, vous avez des prévenus qui attendent leur passage en cour d'assises ou dans les tribunaux, et vous avez une surpopulation qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que vous avez dans des cellules prévues pour un détenu, 2 voire 3 détenus, sans compter des matelas. Il y a plus de 5000 matelas qu'on y installe. Et vous voyez les conséquences sur les conditions de détention. D'une part, les surveillants ne peuvent pas travailler correctement. Les conditions de travail des surveillants est difficile. Sans compter les conditions de détention des détenus. Vous avez beaucoup d'agressions entre détenus, vous avez du racket, vous avez le caïda qui reprend de l'ampleur. Donc la surpopulation pénale, c'est le mal endémique des prisons. Le caïda, c'est la loi du plus fort. Donc le droit a du mal à s'exercer. Et puis vous avez des détenus vulnérables qui sont vraiment sur l'emprise de quelques caïds. Donc, c'est un sujet majeur, la surpopulation pénale. Donc, il faut trouver des solutions pour éradiquer cette surpopulation pénale. Soit on construit des places de prison, mais on a du mal à les construire malgré les annonces. Développons peut-être également des peines alternatives à la prison. Alors, on a déjà le bracelet électronique, c'est à peu près 15 000. Vous avez la semi-liberté qui, pour moi, n'est pas suffisamment développée. Le garde des Sceaux a annoncé le doublement de places pour aller à 3 000. Ça, c'est une bonne décision. Renforçons également les placements extérieurs. Et puis, il y a également le volet qu'on oublie, c'est tout le volet insertion. Vous avez des services d'insertion de probation qu'il faut absolument renforcer si on veut donner à la peine tout son sens. Je vais vous dire, dans les prisons, il manque 6 000 surveillants. Donc, et il y a 20 000 détenus en trop, si je peux dire, par rapport aux places. Et ça se concentre dans les maisons d'arrêt. En maison d'arrêt. Voilà. Mohamed Amra était dans une maison d'arrêt. Vous voyez le résultat. Moi, je parcours des endroits où les gens me montrent, ils ont les membres dévorés par les punaises de lit. Il y a des cafards qui courent partout. Il y a des rats qui courent partout. J'ai même croisé un détenu atteint de la leptospirose, la maladie de l'urine de rat. Je ne sais pas comment vous dire à quel point c'est ignoble là-dedans. Les détenus nous disent, il y a plus de violence. Les surveillants pètent les plombs. C'est normal, on est trop. Les surveillants me disent, on comprend les détenus, ça n'est pas possible de vivre comme ça. Et moi, ce que je vois de plus regrettable, de plus choquant, c'est que l'État a abandonné, au fond, les surveillants comme les détenus à leur pauvre sort. Ce que vous dites, c'est que le garde des Sceaux, là, fait un effet d'annonce dans un contexte politique particulier. On le comprend, c'est sans doute son travail, mais ne s'attaque pas au réel problème, qui est celui de la surpopulation carcérale, qui est la cause... de beaucoup de maux, de fléaux épouvantables.
Et notamment le fait que quelqu'un comme Mohamed Amra, on parle de lui parce qu'il est dans l'actualité, mais il y en a eu d'autres avant lui, peut, depuis la prison, continuer à organiser son trafic de drogue et son évasion. C'est la conséquence de la surpopulation. Mais oui, et ça, c'est un fléau parmi d'autres, parce que le reste, c'est, comme le disait Joachim Pueyo, la violence entre les détenus. Le caïda, par exemple, il y a de nouveaux métiers qui ont été inventés à la prison. C'est les lanceurs, pour lancer faire des projections à l'intérieur de la prison, les ramasseurs, ceux qui ramassent, puis ceux qui gardent les objets ramassés dans leurs cellules, sous la menace. Il y a des surveillants qui sont menacés. Ça va bien ta fille? Elle va toujours à la même école, ta fille et ta femme? Tout va bien? Bon, tout ça, il va bien falloir s'en saisir. Et ça, je vous dis, le fléau de la surpopulation, on ne se rend pas compte à quel point il impacte notre société. Dostoïevski avait raison. Voilà, l'état de nos prisons, il montre l'état de notre société. On ne s'occupe pas de ces gens, on ne s'occupe pas de leur réinsertion, de leur retour à la société. On va y revenir. Pour qu'on comprenne bien, je me permets de vous poser ces questions-là, parce que nous n'avons pas accès, nous, à nos prisons. Alors peut-être bien sûr les journalistes, mais pas le commun des mortels. Joachim Pueyo, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment quelqu'un comme Mohamed Amra, d'abord se retrouve en maison d'arrêt, alors qu'on connaît a priori son degré de dangerosité, comment il peut avoir effectivement un ou plusieurs téléphones, comment concrètement est-ce que ça s'organise au cœur d'une cellule? D'une part, Mohamed Amra était pas condamné définitivement, il avait plusieurs affaires en cours, donc il y avait des instructions, donc généralement les prévenus criminels, comme les prévenus correctionnels, avec des mandats de dépôt établis par les juges d'instruction, sont dans les maisons d'arrêt. Mais il n'y a pas de présomption à la dangerosité, je veux dire, c'est pas un concept juridique qui existe. Ensuite, effectivement, peut-être que le profil n'a peut-être pas été suffisamment évalué par les services de renseignement. Bon, voilà, donc c'est un sujet, effectivement, sur lequel on doit se pencher. On a renforcé le renseignement pénitentiaire, mais peut-être pas suffisamment, parce que je crois que c'est important de pouvoir bien évaluer le profil d'un détenu et notamment bien de séparer les détenus dangereux de ceux qui le sont beaucoup moins. Et puis... alors, la question des téléphones, parce qu'elle est quand même visiblement centrale. Vous savez, on sait comment ça rentre, les téléphones. Comment ça rentre? Il y a plusieurs possibilités, soit par projection, soit... Donc de l'extérieur, pardon, bien sûr. C'est ça. Voilà, de l'extérieur, c'est les fameux lanceurs. C'est les lanceurs. Soit ça tombe dans les cours. Même maintenant avec des drones, soit par les parloirs. Et puis malheureusement, quelquefois, il y a des complicités à l'intérieur de la prison. Malheureusement, ça arrive. C'est-à-dire des complicités? Eh bien, des agents qui travaillent dans les prisons et qui fournissent des portables. Alors, c'est rare, mais ça existe, malheureusement, et ça fait beaucoup de dégâts. C'est de moins en moins rare, malheureusement, parce qu'il y a la menace. Il n'y a pas que la corruption volontaire. Oui, si je veux dire. Alors, il y a la peur. En plus, si vous voulez, ce sont des smartphones, vous voyez. Donc, ça veut dire que le détenu qui a ces téléphones peuvent enregistrer, diffuser des images sur les personnels, sur d'autres co-détenus, sur l'établissement. Donc il y a quand même un danger qui peut se poser par rapport à certains détenus. Et les personnels ne sont pas assez nombreux aujourd'hui pour gérer ce trafic de téléphone. Quand un drone arrive devant la fenêtre d'une cellule, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est vrai que ça paraît comme ça. Il se passe que le détenu passe la main par le trou qu'il y a dans il n'y a pas des filets, il n'y a pas des... Mais il y a des filets, mais je n'ai pas encore vu une seule cellule où il n'y ait pas un petit trou dans le caillebotis, le deuxième barreau-d'âge, pour passer la main. Et je trouve très... Vous savez, les directeurs, c'est tellement plein, c'est tellement au bord de l'explosion, tellement c'est plein, tellement c'est inhumain ces conditions de détention, que les directeurs et les surveillants vous disent nos prises de portable, comme nos saisies de portable ou de cannabis ou de drogue sont prudentes et parcimonieuses. Sinon, la prison explose. Et c'est ça que je voudrais qu'on regarde en face. Je sais, Joachim Pueyo, que vous l'avez critiqué, ce que j'avais dit, mais c'est la vérité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un seul prisonnier qui n'ait pas un ou plusieurs portables ou la puce pour... mettre dans le portable celle du voisin, c'est hors de contrôle. Et je trouve qu'on ferait mieux de s'attaquer à ça de façon pragmatique en se disant, au moins, contrôlons. Mais il faudrait pour ça qu'il n'y ait plus de surpopulation. Une fois qu'il y aura moins, que la surpopulation sera éradiquée, on pourra peut-être s'attaquer au portable. Je donne un chiffre à nos téléspectateurs. La France, qui a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question de la surpopulation, plusieurs fois, je crois, est quand même en troisième position du palmarès, derrière Chypre et la Roumanie. C'est tout dire. Le Conseil de l'Europe, c'est tout dire. En fait, si vous voulez, c'est le sujet du nombre de places. Mais on l'a vraiment jamais traité le problème. Quand j'ai été élu député
en 2012. J'ai proposé au garde des Sceaux de l'époque de créer immédiatement 12 000 places. 2012. Bah oui, mais on m'a dit non, c'est pas possible, etc. Bon, enfin, il y a eu quelques places, mais très peu. Et donc, on voit très bien que c'est le sujet numéro 1. Non. Parce que, pour moi, en tout cas, c'est le sujet numéro 1. Parce que quand vous avez un détenu par cellule, ça change complètement les rapports entre les personnels et le détenu. Et même pour le détenu lui-même, il n'est pas sous influence. Il n'est pas sous influence. Quand ils sont 3 dans une cellule, eh bien, ils sont sous influence. Contre-exemple, à Condé-sur-Sarthe, Joachim Priault, il y a eu en 2019 un incident. Pourtant, c'est une prison de haute sécurité. Il y a eu un prisonnier radicalisé qui a agressé 2 surveillants avec un couteau. Je crois qu'il y a eu un mort à cette occasion. Voilà, je crois que c'est son épouse qui a été tuée. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre a priori la non-surpopulation et la violence. Oui, mais non, pardon, là on parle d'un incident à Condé-sur-Sarthe, des drames, pas mortels, mais des petits drames et des drames. Il y en a tous les jours dans les maisons d'arrêt. Oui. Il y a des suicides, il y a des attaques, il y a des gens il y a des rixes, il y a des... C'est affreux, l'état de la... Je voudrais bien distinguer les établissements pour peine des maisons d'arrêt. C'est 2 choses différentes. Dans les établissements pour peine, certes, il y a des incidents, mais beaucoup moins graves, ce qu'on trouve dans les maisons d'arrêt, puisque les détenus sont seuls en cellule, ce qui permet effectivement de mieux prendre en charge le détenu et le surveillant joue vraiment son rôle. Mais quand vous avez effectivement une surpopulation, vous avez 3 détenus dans une cellule avec un matelas en plus, je veux dire, pour le surveillant, c'est compliqué. Il ouvre la cellule, il a 3 détenus devant lui. C'est absolument compliqué. Donc ça, c'est un sujet majeur qu'il faudra traiter. Et moi, je crois qu'à travers le message du garde des Sceaux, que je comprends très bien par rapport aux narcotrafiquants, parallèlement, il faut vraiment créer des états généraux sur l'enfermement. Je suis pas d'accord. On a déjà toutes les solutions. L'Allemagne, pourquoi l'Allemagne a réussi là où on rate lamentablement? Alors expliquez-nous pourquoi, selon vous. Il y a 20 millions d'habitants de plus que nous en Allemagne. Et il y a 20 000 détenus de moins. Et pourquoi? Et 1 par cellule. Partout, j'ai visité les prisons allemandes, la honte au front. Et pourquoi? Expliquez-nous. Parce qu'ils ont vidé leur prison, parce qu'ils ont fait des systèmes de sortie accompagnée et de sortie de masse accompagnée. Ils ont réussi, l'Angleterre est en train de le faire, l'Espagne a réussi. Enfin, pourquoi nous, on est à la traîne? Pourquoi on est si peu, si trouillard? Il y a 2 sujets quand même. Le taux d'incarcération en France, il est dans la moyenne européenne. Par rapport à 100 000 habitants, le taux est par rapport à 100 000, il est de la moyenne. Il est de combien? Il est de 105-110. La moyenne européenne est à peu près... 110. 110, oui. La moyenne européenne est... 113. Donc 110 détenus pour 100 000 habitants. Voilà, donc on est dans la moyenne. On est inférieur à l'Espagne, inférieur à l'Italie, inférieur au Portugal, par exemple, et inférieur à l'Angleterre aussi, inférieur à la Belgique. Maintenant, l'Angleterre, fait attention. Bon, peut-être équilibré. Bon, il y a des pays, effectivement, où le taux d'incarcération est beaucoup plus faible. Je pense aux pays nordiques et aux pays comme l'Allemagne. Dans les pays de l'Est, comme les pays baltes ou la Pologne, le taux est supérieur. Donc, le taux d'incarcération, si vous voulez, il est conforme. La question que je me pose, vous avez des décisions judiciaires, des magistrats qui décident une peine, soit une peine probatoire, soit une peine d'emprisonnement, etc. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on a quand même parallèlement, à côté des prisons, 70 000, 80 000 condamnés qui sont suivis par les services de probation en milieu ouvert. C'est quand même pas négligeable. Comment on peut appliquer avec discernement une décision de justice? C'est ça le problème. Actuellement, on n'y arrive pas. Ce que vous voulez dire, que c'est la situation dans les prisons, des décisions là où ça ne devrait pas être le cas. Quand un magistrat décide d'une peine d'emprisonnement, c'est pas l'administration pénitentiaire qui va dire « Ah non, pas de prison pour un tel ». C'est quand même c'est l'état de droit qu'il faut se poser. C'est l'autorité judiciaire qui prend une décision. Mais jusqu'où on s'arrête? Parce que si on se dit il n'y a pas assez de place dans les prisons aujourd'hui, il faut construire des prisons, mais où est-ce qu'on met la limite? Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Mais je voudrais juste qu'on finisse Moi, je suis plutôt d'accord pour qu'effectivement, on puisse mettre des moyens pour que les décisions de justice soient appliquées. C'est pas l'administration pénitentiaire qui décide de mettre de l'emprisonnement. Je rappelle quand même, peut-être que Dominique Simoneau, qui visite plus d'établissements maintenant que moi, dans les affaires correctionnelles, quand vous rencontrez des détenus qui sont condamnés dans des affaires correctionnelles, ils sont très peu de primaires en fait.
la plupart du temps, ils ont été condamnés à plusieurs reprises avec des peines probatoires. Plusieurs fois, à un moment donné, le magistrat, eh bien voilà, il va vers une peine de prison parce que cette personne qu'il a devant lui, à l'audience, a été condamnée à multiples reprises. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'autre option que de les envoyer en dehors des prévenus criminels, où quelquefois, effectivement, il y a des primaires. Mais dans les peines, dans les affaires correctionnelles, des premières condamnations, souvent, ils ont été condamnés à plusieurs reprises. À un moment donné, le magistrat se dit... C'est pas possible, il a été condamné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peine probatoire, accompagnement, ça fonctionne pas, il met la prison. Et là, ensuite, nous, les pouvoirs publics, on ne peut pas exécuter une peine d'emprisonnement dans des bonnes conditions, parce que la prison doit être utile. C'est un petit peu ce que disait Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui était le rapporteur du Code pénal en 1792. Et qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit « La prison doit rendre meilleur le détenu à sa sortie qu'à son entrée ». Malheureusement, c'est pas le cas actuellement. Je crois que vous êtes c'est pas le cas actuellement. Vous allez être tous les deux d'accord, effectivement. Alors, d'abord, Dominique Simoneau, si vous voulez répondre là-dessus, sur le fait que construire de permettre à la justice d'envoyer en prison ceux qu'elle condamne. Je répète. Pourquoi l'Allemagne réussit là où on a tout raté ? Pourquoi les pays nordiques réussissent ? Pourquoi la Hollande s'est mise à louer des places de prison à la Belgique et à transformer ses prisons désaffectées en cinéma ? Et notre taux de récidive est énorme, 60% dans les 5 ans. Que l'Allemagne, à cause de la prison ? Ben oui. Après la sortie de prison. Donc, c'est un temps mort et violent. Il y a des activités, il y a de l'enseignement, il y a des choses formidables qui se passent en prison. Mais très peu de détenus y ont accès parce qu'ils sont trop. Il n'y a même pas assez de surveillants pour amener les détenus au service médical, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'intérieur d'une même prison. Mais alors la solution, c'est quoi ? La solution pour vous, elle ne vient pas de vider la prison. Au bout de l'histoire, c'est-à-dire construire des prisons, mais elle vient au départ ? Il faut vider. Non, on peut même faire entrer les gens en prison et puis les faire ressortir assez vite pour faire des aménagements de peine, pour éviter les sorties sèches et des sorties encadrées par les services pénitentiaires. C'était mon ancien métier, c'était le vôtre, Joachim. Joachim Pueyo a été mon chef pendant 10 ans à la pénitentiaire. Je me souviens très bien, on accompagnait tous les ans les grâces présidentielles qui ont disparu malheureusement sous Nicolas Sarkozy en 2008. Et on vit depuis sur ce stock de 4, 5, 6 000 prisonniers qui sortaient chaque année, encadrés par les services pénitentiaires. Il y avait auparavant le décret de grâce du 14 juillet par les présidents. Donc, en fin de compte, c'était pas fait n'importe quoi. On regardait en fonction des peines, tout ce qui était lié aux violences sur les pouvoirs publics, c'était exclu. Il y avait effectivement un décret de grâce qui sortait, ce qui permettait quand même dans le... ce qui permettait quand même d'équilibrer effectivement la population pénale dans les prisons, le décret de grâce. Il y a une question importante que vous avez évoquée à l'instant, c'est à quoi sert la prison, la question du sens de la peine, vaste question. Qu'est-ce qu'on attend ? Vous avez raison. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on y fait et quels moyens on met ? Alors, en l'occurrence, le gouvernement ne va pas nécessairement dans le sens qui est le vôtre, Dominique Simoneau. Eh ben moi, j'espère qu'il y viendra, vous voyez. Gérald Darmanin... il est très pragmatique, Gérald Darmanin. Il reconnaît que l'état de la prison est indigne, que le coût du téléphone est énorme. Et moi, quand je me suis adressée à lui, je lui ai dit, puisque vous avez ce discours très dur d'un côté, eh bien peut-être que vous pouvez vous permettre de l'autre de mettre fin à ce scandale énorme qu'est la surpopulation carcérale et qui fait de la prison un temps mort. Mais au-delà de la surpopulation, je ne violent. suis pas sûre qu'il soit allé dans votre sens parce qu'il a quand même décidé de mettre fin aux activités dites ludiques en prison, autres que le soutien scolaire. Ça, on en reparlera. La langue française et le sport. Ça dit beaucoup, ça, de ce que les autorités pensent, de ce que les détenus doivent faire en prison. Joachim Pueyo. On avait déjà eu ce débat il y a quelques années sur soi-disant laissons un petit peu l'autonomie aux équipes pénitentiaires dans les établissements. Je veux dire, quand c'est l'ancien directeur de prison. Non, mais quand un directeur... Mais moi, j'ai dirigé les plus grosses prisons françaises. Il y avait des ateliers de lecture, il y avait de la musique, il y avait des ateliers qui permettaient effectivement aux détenus de réfléchir différemment et peut-être de prendre goût à des activités nouvelles qu'ils n'avaient pas pu effectuer dans la vie civile. Donc, ça, c'est essentiel pour la vie d'après. Je pense que c'est important de renforcer les activités. Mais comme le dit Dominique Simoneau, la surpopulation pénale,
pénal empêche une majorité de détenus de suivre effectivement de participer à des ateliers éducatifs, souvent des ateliers culturels, y compris des ateliers sportifs. Donc c'est un sujet effectivement important qu'il faut soulever. Moi je pense que le garde des Sceaux a mis un message très fort sur les narcotrafiquants et sur les détenus les plus dangereux. Totalement d'accord. Mais parallèlement, il faut réfléchir peut-être à des états généraux sur la justice, parce qu'en 2000, il y a eu un rapport fait par le Parlement. Ça s'appelait « Prison, l'humiliation de la République ». Absolument. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 26 ans ? Rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Moi, je pense que c'était à cette époque-là qu'il fallait revoir, parce que l'idée, il y a eu effectivement des décisions qui ont été prises. Un détenu par cellule. Ça avait été indiqué par plusieurs gardes des Sceaux successifs, Elisabeth Guigou et ceux qui ont suivi. Puis à un moment donné, on a fait un moratoire, on dit on ne peut pas. Bon. Mais donc il faut bien réfléchir. Moi je suis partisan de construire une nouvelle place, mais je suis partisan parallèlement également de développer les peines alternatives pour des détenus qui peuvent effectivement se réinsérer avec un accompagnement. Mais ça nécessite également des moyens complémentaires au niveau des services pénitentiaires d'insertion de probation. La semi-liberté, moi j'y crois. La libération conditionnelle, moi j'y crois lorsqu'elle est bien travaillée. Le placement à l'extérieur, j'y crois également. Mais ça, pour les placements extérieurs, il faut trouver également de l'accompagnement. Comme le travail d'intérêt général, c'est important, mais il faut de l'accompagnement. Et souvent, il nous manque de l'accompagnement. Et donner du sens à ces peines de prison. On n'est pas en prison simplement pour être puni de ce qu'on a fait. C'est aussi, vous me corrigez si je me trompe, pour préparer... c'est dans la loi. Le temps de la peine doit préparer à la sortie. L'article 707 du Code de procédure pénale prévoit qu'on est préparé à la sortie, accompagné par les services de probation et d'insertion, qu'on a droit à des activités justement pour mener après une vie exempte de crimes et de délits. C'est très joliment dit. Mais pour le moment, moi je vois des coursives, vous voyez, où il y a 0 surveillant, parce que les surveillants, ils sont partis d'une norme de 1 surveillant pour 60 détenus, ils en sont à 1 pour 150. Ça, c'est la règle. Un surveillant pour 60 détenus, ils en sont à 1 pour 150. Oui. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Ça veut dire très concrètement, pardon, encore une fois, tout est vide. Je me permets de vous demander de nous faire rentrer dans des prisons, mais un surveillant de prison aujourd'hui, en une journée, il doit aller... Ouvrir, mais il court de porte en porte. Si vous voulez, le surveillant, il voulait être le surveillant acteur. Il n'en pouvait plus d'être le porte-clés. Il voulait être le gars qui, de l'intérieur aussi, participe à la réinsertion pour plus tard. Ça donne un but dans la vie. Que là, moi, j'ai fait analyser, au contrôle général, on a fait analyser les risques pour les détenus et pour les surveillants de la surpopulation. Il y a de graves risques de décompensation psychique pour les surveillants. Parce que tous les soirs, rentrer en se disant « je fais mal mon boulot, je fais mal mon boulot ». Mais ça vous tape sur le système. Et je déteste cet abandon de l'État, à la fois des détenus et des surveillants. Je trouve ça dégueulasse. Et je trouve que, pour le moment, la prison, c'est un temps mort et violent. Vous croyez que ça vous prépare à la sortie et à réintégrer normalement la société? C'est ça qu'on doit tous se poser comme question. Pas seulement celui de la vengeance, de la punition. C'est normal que les gens soient punis pour les actes qu'ils ont commis. Tout à fait normal. Mais c'est normal aussi que leur détention se déroule de façon normale. Et ça n'est pas le cas là. Là, ça ressemble à de la vengeance, à des châtiments corporels. Parce que quand on est bouffé par les vermines, que les cafards vous apportent d'horribles maladies, chose que j'ignorais, que les rats courent partout. Mais enfin... Dans quel pays on se trouve Joachim Pouilleau, je crois que Dominique Simoneau, vous le disiez tout à l'heure, mais je le reformule, la qualité, je le mets entre guillemets, de la détention a une réelle incidence sur le taux de récidive à la sortie, c'est prouvé? Oui, c'est une incidence, mais là, je ne peux pas le démontrer parce que malheureusement, on a eu des condamnés qui ont eu des peines probatoires, donc qui n'étaient pas en prison, qui étaient en liberté, avec un accompagnement par qui ont récidivé. Donc la récidive, elle est assez humaine complexe. N'est pas une science oui, exacte. Vous savez, moi je suis un élu local également. Bon, on a quand même dans nos villes une augmentation du trafic de stupéfiants. On a des points de deal qu'on n'arrive pas à neutraliser. On a de plus en plus de violence également physique. Et donc, il y a une exigence également de la population. Parce qu'effectivement, quand vous avez un narcotrafiquant qui a été condamné et puis qui ressort quelques semaines après, eh bien évidemment, ça interpelle notre société. Donc, c'est un sujet assez complexe. Et puis, vous avez effectivement, comme vous le dites, un taux de récidive important. Je constate quand même qu'en Europe, la population pénale augmente.
dans toute l'Union européenne, 2,1% en 2024. Il y a une tendance quand même qui augmente. Et sur quel fait ça augmente? C'est le trafic de drogue, c'est vraiment le numéro 1 actuellement dans les prisons françaises. Et puis ensuite, vous avez quand même les homicides et les crimes sur les personnes. Le taux a augmenté. Ensuite, vous avez les vols, puis après les affaires sexuelles. Mais donc, vous voyez, le problème de la drogue et le problème des violences, c'est sur ce point-là qu'il faut travailler. Alors ensuite, qu'on puisse effectivement faciliter la sortie des prisons pour ceux qui ont commis des vols ou qui ont commis des infractions pour l'immense majorité des détenus. Pour lesquels effectivement on peut penser qu'il y aura une réinsertion. Oui, sur les 81 000 détenus aujourd'hui dans les prisons françaises, peut-être ma question est simpliste comme ça, mais quelle est la proportion de petites peines, de condamnations c'est l'énorme majorité. Légères, c'est la majorité. C'est l'énorme majorité. Pour des délits. Oui. Pour des délits. Mais bien sûr, je ne parle pas des affaires criminelles. Il y a un sujet dont on n'a pas évoqué, et je crois que vous le savez d'autant plus que vous êtes maire d'Alençon, Joachim Pouillot, c'est la situation des détenus condamnés pour des détenus radicalisés. Il n'en est pas question, là, a priori, dans le plan de Gérald Darmanin, quoique Condé-sur-Sarthe accueille une unité de détenus radicalisés. Il n'est pas question, mais c'est déjà traité. Oui. C'est-à-dire que quand Jean-Jacques Rovaz a été ministre de la Justice, c'est lui qui a... Parce qu'auparavant, si vous voulez, dans les maisons centrales, on ne pouvait pas y héberger des prévenus. C'était uniquement des condamnés. Et depuis, effectivement, les attentats, et depuis qu'on a reçu, effectivement, des personnes qui étaient condamnées ou qui étaient prévenues pour des affaires de terrorisme, il a fallu trouver des hébergements adaptés. Et donc, effectivement, la maison centrale a été ciblée pour accueillir, effectivement, ces détenus qui sont liés à des affaires de terrorisme pour éviter la contagion, notamment au niveau de la radicalisation. Parce que vous savez que moi, par exemple, j'ai dirigé la prison de Fleury-Mérogis. J'avais une aile dans laquelle j'avais effectivement quelques leaders de l'islam radical qui était en prison. Puis je me suis rendu compte des détenus. Oui, isolé, mais l'isolement est difficile, hein, maison d'arrêt. Bon. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 jeunes détenus qui n'étaient pas du tout dans la religion, et subitement, ils sont devenus radicalisés. Et donc la question, on s'est posé, il y avait quand même une contagion. Et pour éviter la contagion, il fallait plutôt mettre en place des établissements de haute sécurité. C'était le cas avec Vendin-le-Vieil et puis Condé-sur-Sarthe. Donc le sujet se présente également pour ces détenus qui sont écroués pour des faits liés au terrorisme radical. Alors ça, j'imagine qu'on parle des détenus les plus avancés dans la radicalisation, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, du grand mélange que l'on peut trouver dans certaines... est-ce que c'est le cas aussi avec Dominique Simoneau, des détenus qui flirtent avec ce genre de sujet? Évidemment, de toute façon, si moi, je donnerais beaucoup pour que beaucoup de nos concitoyens puissent entrer dans les cellules et voir ce que c'est. Voir ce que c'est que de voir 3 gaillards dans même pas 9 mètres carrés qui sont enfermés là 23 heures sur 24, 22 heures sur 24, mettons, parce qu'il y a la promenade. Et encore 9 mètres carrés, pour que les gens qui nous regardent se rendent compte, je pense que c'est à peu près la surface de la table. Un petit peu plus grand. Et encore, il faut enlever les toilettes et le coin toilette. Bon. Ce sont des conditions épouvantables. Vous êtes toxicomane, par exemple. Vous avez une obligation de soins. Il n'y a pas assez de surveillants pour vous emmener au service médical. Donc vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas, ou vous y allez une fois tous les 36 du mois. Vous êtes toxico, vous êtes soumis à une injonction de soins et à l'injonction d'arrêter la drogue. Mais vous êtes enfermé avec des gars, soit qui se piquent avec des seringues de fortune, c'est dommage, j'aurais dû vous apporter les photos, ou qui fument du cannabis. Mais vous faites comment? Moi, je parle à des directeurs de prison, ils sont effondrés de ça. Ils me disent, le gars de la, je sais pas quelle cellule, mais comment vous voulez que je fasse? Comment il peut faire? Et sur la question de la radicalisation, vous avez constaté quoi, vous, Dominique Simoneau? Moi, j'ai constaté surtout que tout le monde est un peu perdu, parce que personne ne sait très bien comment vient la radicalisation. Et où mettre le curseur? Où mettre le curseur, voilà. Sur la radicalisation, il y a eu quand même des unités de prise en charge, des évaluations. Ensuite, on les affecte dans une unité
pour les prendre en charge. Donc il y a eu quand même un travail de fond qui a été fait depuis quelques années. Bon, après, l'efficacité, ça c'est vrai que c'est... L'efficacité n'est pas démontrée du tout. Voilà, mais il faut évaluer toutes ces politiques. Mais le sujet numéro 1 actuellement, pour moi en tout cas, c'est la surpopulation pénale. Et donc, c'est un sujet important. Et moi, je suis partisan de construire des nouvelles places. Mais on a des difficultés. Les 18 000 places, je ne sais pas où on en est. Bien qu'on n'y arrive pas. Oui, parce que peut-être il y a une question de volonté également. Ouais. Je vais donner un exemple. Concret. Si, quand on a la volonté, on peut y arriver. Quand on a la volonté, on pourrait aussi arriver. Oui. Si on avait la volonté véritable de vider les prisons. Je sais, je vous laisse terminer. Allez-y, simplement. Il y a eu le même sujet dans les années 1987. Chalandon est ministre de la Justice. Il lance un plan de 15 000 places. Ensuite, un changement de ministre, 12 000. On a créé 12 000 places. Décision 86, exact. Les premières prisons ont été livrées 5 ans après. Donc ça a été assez rapide. Moi, j'ai dirigé Nanterre, qui était une prison, dans le cadre du programme 13 000 places. Donc ça a été rapide. Mais il y a eu effectivement une volonté très forte. Parce qu'effectivement, il manquait... il y avait une surpopulation déjà à l'époque. Et je crois qu'on n'a pas continué. On a stoppé. Après, on a fait quelques programmes, 2 000, 3 000 places. Mais il fallait ensuite que je vois dans les pays bas ou dans les pays nordiques... En Allemagne, mais il y avait quand même un détenu par cellule. Ensuite... Non, pas avant. Maintenant, beaucoup moins qu'en France quand même. Je voudrais encore évoquer 2 sujets. Donc on les a évoqués brièvement, mais les surveillants. Il y a la question de la surpopulation qui est donc un enjeu bien sûr pour les détenus, mais aussi pour les surveillants. Ce qu'ils vous racontent les surveillants, Dominique Simoneau, c'est que c'est très dur, c'est plus que dur aujourd'hui. Il y a eu des mouvements sociaux dans certaines prisons. Là, c'est horrible pour eux aussi. Il y a une question de place, il y a une question aussi de recrutement. Oui, bien sûr. Faut dire que tout ce qu'on est en train de dire n'attire pas forcément vers le métier. Hein. Et là, moi, je suis un peu inquiète parce qu'on va recruter des contractuels, des adjoints de surveillants contractuels. Je ne sais pas du tout comment on va les recruter. Il va falloir faire attention aussi aux risques de corruption. Parce que le Condé-sur-Sarthe, c'est un cas particulier. Il va falloir aussi trouver des candidats. Bonjour, c'est pour un entretien d'embauche pour aller garder les 200 personnes les plus dangereuses. Condé-sur-Sarthe, c'est un établissement qui a une capacité de 204 places. 3 maisons centrales à l'intérieur de 68 places. Vous avez des personnels en conséquence. Mais il ne faut pas imaginer que c'est comme ça partout. Donc, effectivement, pour être surveillant de prison, c'est difficile actuellement. Parce que ça exige beaucoup de qualités, des qualités d'organisation, des qualités psychologiques, beaucoup de qualités. Et c'est vrai que c'est difficile. Et vous avez des jeunes surveillants qui, quelquefois, ils exercent les métiers et puis ils démissionnent aussi. Hein. Il y a quand même des démissions qui sont en conséquence. Donc, ils se conduisent mal parfois. Et quelquefois, ils n'ont pas les qualités pour exercer cette fonction. Vous en avez été témoin quand vous étiez directeur ? Bien sûr. Malheureusement, j'ai eu des témoins. J'ai dû traiter des situations compliquées dans tous les établissements que j'ai dirigés, d'ailleurs. C'est pas nouveau. Mais à l'époque, il y avait quand même moins de surpopulation pénale qu'aujourd'hui. Donc, c'était quand même plus facile. Quand je dirigeais Fleury, effectivement, il y avait un peu de surpopulation, mais beaucoup moins que ce qu'on peut trouver dans certaines maisons d'arrêt. Vous avez déjà jusqu'à 200%. De surpopulation. 245. Bon, la moyenne, c'est 145% actuellement dans les maisons d'arrêt. Donc, moi, ce que je propose également, 160. C'est que, à la lumière de ce que vient de dire Dominique Simoneau, à la lumière de ce que vient de dire le garde des Sceaux, à la lumière de ce que pourront dire les parlements, c'est vraiment de mettre en place des états généraux pour trouver des solutions rapides et pas dans 20 ans, bien évidemment. C'est pas la direction qu'on prend à l'actualité du jour pour revenir à ce qui nous intéressait au début de notre émission. C'était donc l'annonce tout à l'heure, les annonces de Gérald Darmanin sur cette première prison de haute sécurité. Ça sera Condé-sur-Sarthe, a priori. On fait un petit retour. Je ne peux pas vous dire. On ne sait pas. Là, je n'en sais rien. Vous évoquiez ce que disait en 82 Robert Badinter qui dénonçait un régime inhumain. Vous serez vigilante, Dominique Simoneau, sur précisément ce qui sera prévu pour ces prisonniers ? Oui, je sais que je ne vais pas dans le sens du vent en disant ça. Oui, on sera vigilant sur les droits de ces détenus et sur les interactions. C'est quoi la ligne rouge pour vous aujourd'hui sur des délinquants que l'on qualifie de très dangereux? C'est quoi la ligne rouge? Vous voyez, aujourd'hui, dans les quartiers d'isolement, les gens se parlent. Ils se parlent par la fenêtre en hurlant.
ils connaissent pas le visage de l'autre qui est à côté. C'est étrange, donc, comme impression. Moi, je voudrais qu'il y ait quand même quelques façons de discuter ensemble, qu'on laisse à ces gens un peu de l'humanité qu'ils n'ont peut-être pas eux-mêmes. Mais nous, notre force, notre grandeur, c'est peut-être de ne pas être naïf, en tout cas. Bien sûr que eux, je les vois mal avec des portables. Je comprends très bien qu'on isole pour le moment le système des portables dans les prisons. Il y a des brouilleurs. Mais moi, quand je me balade en prison avec mon portable... Ça marche ? Ah bah, vous captez ? Oui, je suis sur une coursive, j'ai rien du tout. Je descends d'un étage, j'entends ding, 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 et c'est les portables. Et les directeurs de prison, ils me disent, ils sont marrants, mes détenus, ils négocient. Je dis, allez, monsieur, le week-end, pas de brouilleur. Allez, à l'heure du déjeuner, pas de brouilleur. Voilà, qu'est-ce que les... Sachant que pour la plupart d'entre eux, j'imagine qu'il ne s'agit pas forcément d'organiser les trafics de drogue depuis la cellule, mais simplement mais les trois quarts, c'est pour parler à leur famille, c'est pas... à leurs copains. Écoutez, on va pas débattre sur... mais le mot de la fin sur où est-ce qu'il faut mettre le curseur, sur la façon dont on traite des détenus sur les que l'on considère narcotrafiquants, comme dangereux. de mettre effectivement, d'écarter les détenus les plus dangereux des maisons d'arrêt et les mettre dans des maisons centrales de haute sécurité, je suis totalement favorable. Mais la ligne rouge pour vous, c'est quoi dans le traitement d'un détenu? Il faut quand même respecter les règles pénitentiaires européennes. Oui. Voilà, c'est ça. La ligne rouge, il y a des règles, il y a le code de procédure pénale, mais il faut respecter le code de procédure pénale, même si les conditions de sécurité ne doivent pas être mis de côté, bien évidemment. Mais il faut quand même respecter un minimum. J'ai une dernière question sur le... Parce que je vous signale, c'est prévu pour 4 ans, ces détenus vont sortir un jour aussi. Ouais. Et juste, c'est au garde des Sceaux de décider qui est très dangereux, qui l'est un peu moins, qui doit aller... Écoutez, je pense qu'il y aura une négociation entre les magistrats qui en charge de l'instruction ou les magistrats du parquet et puis les services pénitentiaires. Mais je pense, si vous voulez, la gestion des êtres humains en prison, elle est complexe. Donc il ne faut pas comme ça la traiter rapidement, il faut bien y réfléchir parce qu'ensuite on n'imagine pas toutes les conséquences. Et regardons ce qu'on a pu faire dans certains pays où on a des fois concentré les détenus ensemble. Quelquefois ça ne donne pas forcément des bons effets. Donc il faut faire très attention à ce sujet-là. Ça donne pas très envie d'aller y travailler. Voilà. Et il faut bien sûr avoir du recul, analyser les conséquences. C'est une première expérimentation. Et c'est une expérimentation, il faudra l'évaluer et ensuite en tirer toutes les conséquences. Merci beaucoup Joachim Pouilleau, maire d'Alençon, ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis, d'être venu sur ce plateau. Dominique Simoneau, merci beaucoup. Contrôle général des lieux de privation de liberté, à suivre donc ces annonces tout à l'heure de Gérald Darmanin. On se retrouve nous dans un petit quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. Tout de suite, le grand format de Parlons-en.